Chers amis, bonjour et bienvenue à cette première édition du Forum de la franchise qui se tient aujourd'hui à Metz pour la première fois, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle en partenariat avec la Fédération française de la franchise et qui est donc est filmée, puisque vous savez que le principe aujourd'hui, c'est que tous les témoignages qui sont donnés doivent profiter en fait à toutes les entreprises de la Moselle et même plus largement. Donc ça permet aussi, grâce au numérique, d'aller beaucoup plus loin. Donc nous souhaitons, au travers de ce forum, faciliter vraiment la création d'entreprises, en particulier dans le commerce. Il y a 3 CCI en France qui organisent ce forum aujourd'hui: Marseille, Lyon et Metz. Donc c'est vraiment un grand plaisir, et je salue Thierry Jean qui représente le maire de Metz et la mairie de Metz. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir tous ici. Alors pourquoi le faisons-nous ? D'abord parce que le commerce en Moselle, c'est un des éléments d'activité et d'économie les plus forts, qui attire, qui permet la création d'entreprises, la création de richesses et la création d'emplois. Ensuite parce que les commerces animent nos territoires. Et la question des centres-villes, la question des zones rurales, la question des zones extérieures est vraiment centrale aujourd'hui. Enfin parce que dans cette période de mutation très forte, la franchise peut être une solution sécurisante et appropriée pour créer son commerce. Alors oui, le commerce est un des grands secteurs d'activité de la Moselle. Il représente 10 500 entreprises aujourd'hui, 50 000 emplois, salariés ou non salariés. Le potentiel commercial des ménages en Moselle, c'est 6 milliards d'euros. Ça, c'est important pour tous les futurs franchisés ou qui ont des projets à développer. Et la Moselle est très attractive dans l'ensemble de son appareil. On dit toujours, vous savez, que nous avons une des densités commerciales parmi les plus fortes au mètre carré en France. Le chiffre exact, c'est 1322 mètres carrés pour 1000 habitants. La question derrière, c'est est-ce que tout ça fonctionne ? Ben oui. Oui, c'est-à-dire que parce qu'on a justement cette animation tonique, nous pouvons avoir des forces commerciales qui sont très fortes. D'une part, parce que les ménages mosellans consomment sur place. 9 sur 10 consomment en Moselle. Alors on a une déperdition de 1 sur 10. Mais cette déperdition-là, elle est compensée très largement par nos amis frontaliers du Luxembourg, de la Belgique, de l'Allemagne. Pour vous donner des ordres de grandeur, ils dépensent chez nous 375 millions d'euros chaque année, quand les ménages mosellans qui vont à l'extérieur dépensent 303 millions d'euros. Ça veut dire que nous avons une balance commerciale plus qu'équilibrée, et ça veut dire que oui, il fait bon de s'installer en Moselle. Alors, notre CCI s'engage très très fortement pour soutenir les commerçants qui sont en place et aider les nouveaux à s'installer. C'est le sens de cette réunion d'aujourd'hui. D'autant que les commerces contribuent au bien-vivre de nos concitoyens, au quotidien. Ils font partie de ce lien social qui permet de mieux vivre. Ils jouent aussi un rôle extraordinaire et important dans l'aménagement de nos cités. Les pratiques de consommation ont fortement évolué et continuent de changer. Qualité, prix pratiqués, e-commerce, nouvelles offres de services, nouveaux produits. Nous devons partout être attentifs aux évolutions et nous pencher sur l'ensemble de ces mouvements pour nos centres-villes et les zones périphériques. En ce sens, notre CCI de la Moselle, avec l'État et la Chambre des métiers, dévoilera fin de ce mois un outil très opérationnel qui pourra profiter à tous, commerçants, investisseurs et collectivités. Dans cette évolution, le secteur de la franchise voit son poids augmenter. Son chiffre d'affaires est passé de 41 milliards en 2004 à 55 milliards en 2016. Le nombre des franchisés et des réseaux de franchisés a doublé en 12 ans. 36 700 points de vente en 2004, 71 500 en 2016.
835 réseaux en 2004, 1900 en 2016. Vous voyez l'éventail de l'offre qui se développe et comment justement les choses peuvent avancer. Alors la franchise séduit car elle apporte aux commerçants en place ou à ceux qui veulent créer de nouveaux commerces des solutions en termes d'accompagnement, d'images mutualisées, de pratiques. Et vous verrez tout ça au travers de cette conférence, au travers des forums de cet après-midi et surtout des rencontres que vous pourrez faire les uns les autres entre franchiseurs, franchisés. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui vont faire en sorte que cette journée soit une réussite. La Fédération française de la franchise, tous les intervenants qui vont vous faire part de leurs expériences pratiques, franchisés et franchiseurs. Et vous savez que dans cette chambre, on est très attaché à ce côté pratique des choses et au modèle qu'on peut avoir au travers d'expériences directes. Et je voudrais remercier tous les collaborateurs de notre chambre de commerce et d'industrie de la Moselle pour l'organisation de cette journée. On est dans le nouveau déploiement en fait, du travail de nos services en commun, du numérique qui est partout, des retransmissions qui se font et qui permettent vraiment d'aller plus loin. Alors je vous souhaite à tous une belle journée d'échange, d'idées de développement, de création d'entreprises. Merci de votre écoute. J'ai demandé à Thierry Jean s'il veut bien nous dire quelques mots. La ville de Metz, métropole, emblématique. Merci Fabrice. Et merci à toi en tant que président de la Chambre d'organiser ce forum. Merci à vous tous d'être là. Merci à la Fédération de la franchise d'avoir choisi Metz parmi les villes où dans lesquelles vous venez vous exprimer. Fabrice Ginter vous a dit beaucoup de choses, je les partage. Le commerce et les services, puisque c'est principalement là qu'il y a de la franchise dans le commerce et les services, sont à un moment clé parce qu'il se passe énormément de choses. La collectivité est très directement concernée. Bon, moi, j'ai eu dans cette ville en charge le commerce pendant 6 ans, pendant le mandat précédent, et on nous a beaucoup reproché d'investir, ou de favoriser plutôt, de favoriser l'investissement dans le domaine commercial. On a laissé faire un important centre commercial en périphérie, on a poussé à faire un important centre commercial dans le quartier de l'amphithéâtre, donc ça veut dire que nous y croyons. Nous y croyons tout en sachant très bien qu'il se passe des choses. Le e-commerce, tu l'as évoqué, c'est quelque chose de déterminant. Et néanmoins, tous les spécialistes disent qu'il reste des places, à condition qu'elles reposent sur ce que vous appelez de nouvelles expériences consommateurs. Et l'intérêt de la franchise, c'est de porter de nouvelles idées, c'est de porter de nouveaux concepts, et c'est de limiter le risque de celle qui s'y engage. Et c'est pour ça que c'est, à mon avis, dans ce monde en forte mutation, c'est un lieu commun de dire que le monde est en mutation, mais je crois que le commerce est vraiment, vraiment en mutation. Ben dans ce monde-là, ça donne un élément de stabilité, ça donne un point de référence qui permet de partir avec un business plan qui n'est pas totalement aléatoire, qui repose sur des choses concrètes. Et j'ai toujours pensé, et je pense toujours, que la franchise est une bonne solution, est une bonne option. Alors, encore merci et bravo à la CCI d'être le point d'appui de ce forum. Et tout comme l'a fait Fabrice il y a quelques minutes, je vous souhaite une journée très très riche d'échanges. Merci. Merci Monsieur Ginter, merci Monsieur Jean pour cette introduction. Merci à la CCI Moselle et à la ville de Metz de nous permettre d'être présents aujourd'hui à travers ce forum, à travers ces conférences dont nous allons parler toute la journée pour effectivement bien vous expliquer en tout cas comment fonctionne la franchise. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu impoli et je m'excuse auprès des personnes qui sont en tribune. Je vais me présenter en premier. Je suis Boris Flech, je travaille pour la Fédération française de la franchise. 2 mots sur la fédération. Nous sommes une association de plus de 45 ans. Nos missions, représenter, défendre et promouvoir la franchise en France. Et dans le cadre, effectivement, de nos missions, nous avons créé un événement qui s'appelle Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous, où on parcourt les plus grandes villes de France à la rencontre des candidats à la franchise, à la rencontre des personnes qui s'intéressent à ce modèle
pour pouvoir justement leur présenter le fonctionnement de la franchise et répondre à toutes vos questions. Cet événement, il est porté par des partenaires également de la fédération, 3 partenaires bancaires, la Banque Postale, la Banque Populaire et Groupe Crédit du Nord, Fiducial également pour l'expertise comptable, GAN Assurance pour le monde de l'assurance et la CIAJ en ce qui concerne la garantie bancaire. Je vous précise que ces partenaires et experts de la création d'entreprise prendront également la parole cet après-midi de 14h à 15h en conférence, et vous pourrez également les retrouver dans cette salle sur des stands pour pouvoir échanger directement avec eux. Cette conférence, elle va durer à peu près 1 heure. Il va y avoir 3 temps principaux. Dans un premier temps, je vais tout d'abord vous présenter un petit peu les fondamentaux de la franchise, histoire de fixer un petit peu, de planter un petit peu les bases de ce modèle pour bien comprendre les discussions qui vont s'en suivre. On passera ensuite à la partie table ronde. Vous avez la chance d'avoir devant vous aujourd'hui à la fois un témoignage de franchisé avec Magali Basquin de chez Yves Rocher et 2 témoignages de franchiseurs avec Corinne Duplat du réseau Les Menus Services et Marius Godard de Speedburger. Alors, je vous laisserai bien entendu vous présenter un peu plus longuement par la suite des échanges. Alors, je reprends. Quelques chiffres qui ont été énoncés, et je vous en remercie d'avoir fait ce beau panorama, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. 1900 réseaux, effectivement, dénombrés à fin 2016 en France. Il faut savoir que la France, c'est le pays numéro 1 en Europe de la franchise et le numéro 3 à niveau mondial. Ces réseaux sont effectivement souvent créés chaque année. Il y a une centaine de nouveaux réseaux qui voient le jour à peu près. Ils donnent lieu à plus de 71 508 franchisés, comme ça a été annoncé. Alors, le terme point de vente, c'est une erreur volontaire dans cette diapositive. Le but est que vous compreniez bien qu'il y a des activités qui se font parfois sans point de vente physique. Ça peut être le cas dans du courtage, en travaux, en immobilier. Ça peut être le cas dans certains métiers techniques où le franchisé travaille depuis chez lui et part réaliser les prestations directement chez le client. Pour un chiffre d'affaires total, ça a été énoncé, de plus de 55 milliards d'euros toujours sur l'année 2016. Ce qui représente une part importante dans le commerce de détail en France. La franchise, la définition, vous l'avez devant les yeux. Alors, c'est une méthode de collaboration entre une entreprise, le franchiseur, et plusieurs entreprises, les franchisés, dans le but de dupliquer, dans le but de réitérer un concept. J'irai plus loin, le but, bien évidemment, c'est de réitérer, c'est de dupliquer un succès. Ces entreprises, elles sont juridiquement et financièrement indépendantes, et elles sont liées par un contrat. C'est ce qu'on appelle le contrat de franchise. Alors s'il y a un point à retenir aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est que ces entreprises, elles sont juridiquement et financièrement indépendantes. Ça veut dire que le franchisé, c'est réellement un chef d'entreprise. Il va créer ou racheter un fonds de commerce, il va le développer. Tout ce qui a trait à la gestion pure de la société, ça sera sa responsabilité. Le franchiseur va être là pour l'accompagner au niveau du concept, des produits, des services, des procédures métiers en tant que telles. Mais sur la gestion pure de la société, ça restera sa responsabilité. Alors cette coopération, elle doit assurer le succès de chacun. C'est une formule gagnant-gagnant. Alors on va voir, ça dépend effectivement de plusieurs choses. Ça dépend du réseau de franchise que vous allez rejoindre, et ça c'est important de bien comparer, bien étudier, on en parlera justement tout au long de cette table ronde. Mais ça va dépendre également du sérieux du franchisé qui est au cœur de l'entreprise, parce qu'encore une fois, c'est lui qui va faire en sorte que l'entreprise fonctionne au mieux. Le franchiseur va mettre à disposition, on va avoir une marque, un savoir-faire, des procédures, un accompagnement, mais encore une fois, c'est le franchisé qui va appliquer le métier au quotidien face à la clientèle. Alors on dit qu'un bon franchisé, c'est quelqu'un qui a une forte motivation, je pense comme tout créateur d'entreprise, qui est un bon commerçant, un bon gestionnaire et un bon manager. On verra pendant les différents échanges si effectivement ce sont des caractéristiques qu'on doit retrouver, par exemple, lorsqu'on rejoint le réseau Yves Rocher. Alors je vous ai dressé le profil du franchiseur ainsi que le profil du franchisé. Le franchiseur, tout d'abord, il est propriétaire de la marque ou titulaire d'une licence de marque. Ça veut dire que soit il a créé le réseau ou il l'a racheté, soit c'est une entreprise d'origine étrangère qui va se développer sur le territoire français. Donc il doit avoir finalement une licence de marque qui lui permet de développer cette marque sur le territoire.
il possède un savoir-faire expérimenté. Ça, c'est un point important. Lorsque on rejoint un réseau de franchise, c'est pour pouvoir entreprendre dans un secteur d'activité dans lequel on n'a pas forcément d'expérience. Il faut savoir que 75% des franchisés en France sortent du salariat. Ça veut dire que c'est un vecteur de reconversion professionnelle qui est énorme. Et le franchiseur, s'il a bien fait son travail, il a d'abord créé un concept, il l'a testé, il a d'abord fait des erreurs, comme tout chef d'entreprise, il a remodelé finalement son concept jusqu'à trouver le modèle qui fonctionnait bien, et ensuite il l'a exploité un certain temps. Et s'il a fait les choses sérieusement, il a lui-même ouvert plusieurs points de vente ou plusieurs zones géographiques afin effectivement de prouver que le concept pouvait bien être dupliqué. Et pendant ces plusieurs années, sur ces différentes zones géographiques, il a développé une vraie expertise métier, un vrai savoir-faire qui va pouvoir vous transmettre. Alors, la transmission du savoir-faire, ça va passer par plusieurs outils. Le premier, c'est ce qu'on appelle le manuel opératoire, qui est un document métier dans lequel, effectivement, vous allez retrouver l'ensemble des procédures du métier détaillées et inscrites noir sur blanc. Seulement, on ne vous remet pas ce document en vous disant voilà, maintenant que vous avez tout, bon courage, on va vous former réellement au métier que sera le vôtre demain. Donc, il y a une formation initiale qui aura lieu avant le lancement dans l'activité, donc toute la phase de préparation de l'entreprise, et une formation continue également, puisque le franchiseur est là pour vous former au quotidien par rapport aux évolutions que vous allez pouvoir connaître dans le concept sur les produits ou les services qui vont être mis à disposition du franchisé. Le franchiseur, il apporte une assistance continue. C'est-à-dire qu'il est là pour vous accompagner du début de la relation, du jour de la rencontre, jusqu'à la fin du contrat de franchise. Il va vous accompagner dans toute la phase de préparation du projet. Il va vous accompagner au moment de l'ouverture. Donc quand vous allez lancer l'activité, vous ne serez pas seul. Le franchiseur va effectivement envoyer des équipes de la tête de réseau pour vous lancer dans les premiers temps, réaliser les premières prestations. Et enfin, il va vous accompagner au quotidien pendant toute la durée du contrat. Je caricature un petit peu, mais ça veut dire qu'au quotidien, vous êtes dans votre activité, vous rencontrez une difficulté, vous appelez votre franchiseur, il est là derrière pour vous aider. Je ne dis pas qu'il a immédiatement réponse à tout, mais en tout cas, il a une obligation, entre guillemets, de moyens pour vous aider à solutionner la problématique que vous rencontrez. Il contrôle les respects du concept par le franchisé. Ça, c'est un point clé important. Le but d'un réseau de franchise, c'est son uniformité. En tant que client, quand vous rentrez dans un point de vente franchisé, que vous soyez ici à Metz, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, partout en France, vous recherchez les mêmes produits, les mêmes services, le même conseil, la même qualité, le même accueil. C'est ce que vous venez chercher finalement quand vous rentrez dans un point de vente d'une enseigne. Pour que ça soit le cas, il faut que l'ensemble des franchisés respectent bien finalement ce concept et respectent bien le savoir-faire transmis par le franchiseur, ainsi que l'ensemble des procédures. C'est le rôle du franchiseur finalement d'aller contrôler et veiller à ce que l'ensemble des franchisés le respectent. Finalement, c'est l'enseigne qui fait la promesse aux clients, mais ce sont les franchisés qui, au quotidien, sur le terrain, tiennent cette promesse qui a été faite. Il est responsable de la stratégie du réseau et de sa pérennité. C'est au franchiseur de faire en sorte que dans 5, 10, 15, 20 ans ou plus, le réseau soit toujours présent, que l'avantage concurrentiel soit toujours aussi fort, que les produits et les services se soient adaptés aux attentes de la clientèle, des consommateurs. Donc le franchiseur, il a pour rôle de faire évoluer dans le temps son concept et l'offre qu'il va proposer. Le franchisé maintenant. Le franchisé, je vous l'ai dit, tout d'abord, c'est un entrepreneur indépendant. Il est donc responsable de la gestion de son entreprise. Le franchiseur, je vous l'ai expliqué, va poser un cadre sur le concept en tant que tel, ce que vous aurez le droit ou pas de faire avec la marque, les procédures à respecter. Autant, je vous le rappelle, sur la gestion pure de la société, il aura uniquement un rôle de conseil. Il a l'expérience, puisqu'il a normalement lui-même créé de son côté en propre plusieurs points de vente ou plusieurs agences. Il a accompagné les franchisés qui sont déjà entrés dans le réseau sur leur développement. Donc il sait quelles sont les erreurs à éviter. Il connaît son modèle économique par cœur, donc il aura un rôle de conseil. Mais en aucun cas, il ne pourra obliger en quoi que ce soit le franchisé au niveau de la gestion pure de la société. Comme le franchisé, c'est le chef d'entreprise, il est propriétaire du fonds de commerce, les investissements liés à la création ou à la reprise d'entreprise, c'est au franchisé de les supporter. Que ce soit des frais, j'ai envie de dire, de création, des frais administratifs de création, mais également les travaux à réaliser dans le point de vente pour le mettre aux normes,
l'agencement du point de vente, le stock initial s'il y en a un, l'informatique, tout ça appartient au franchisé. Donc c'est le franchisé qui va effectivement réaliser les investissements. Alors, création ou reprise, je préfère le préciser d'entrée de jeu en tout début de journée, parce que c'est important de l'avoir dans la tête pour vous pour la suite de la journée. On parle souvent de création d'entreprise en franchise. Il y a également des possibilités de reprise. On va le voir, la franchise, c'est un contrat à durée déterminée. Au bout d'un moment, les franchisés quittent le réseau parce qu'ils sont arrivés à l'âge de la retraite, parce qu'ils décident de partir sur une autre activité, ou parce que parfois des événements familiaux font que leur conjoint ou leur conjointe peut être muté à l'autre bout de la France, donc ils décident de vendre l'entreprise. Donc il y a des possibilités de reprise également en franchise. Il est l'ambassadeur de l'enseigne. Ça coule un petit peu de source, mais quand on décide de travailler avec un réseau, c'est pour véhiculer finalement les valeurs et la vision du métier proposé par le réseau. Il respecte le concept, je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous l'avez compris quand je l'expliquais côté franchiseur. Il adhère à l'esprit franchise et à l'esprit réseau. Ça, c'est un point important. Quand on rejoint un réseau de franchise, c'est pour entreprendre sans être seul. Seulement entreprendre sans être seul, ce n'est pas uniquement avec un franchiseur. C'est également avec tout un réseau de franchisés qui sont également des entrepreneurs indépendants. Et lorsque vous allez rencontrer une difficulté, parce que je ne vous cache pas que la franchise, ce n'est pas une assurance tout risque, et que comme tout chef d'entreprise, il y a bien un moment où vous allez rencontrer au moins une petite difficulté. Et bien, l'avantage, justement, d'avoir un réseau derrière soi, c'est de pouvoir communiquer avec eux. Et ces personnes qui composent le réseau sont passées par les mêmes étapes que vous, et ont sûrement rencontré les mêmes difficultés. Donc, ils vont pouvoir, justement, vous accompagner pour les surmonter plus facilement ou plus rapidement. D'où l'importance, quand vous allez être en contact avec des réseaux, de bien leur poser la question, de bien vous renseigner, de savoir comment finalement est organisée la circulation de l'information dans le réseau, comment les franchisés peuvent communiquer entre eux. Dans un réseau, l'information, elle doit circuler du franchiseur au franchisé, des franchisés aux franchiseurs, mais entre franchisés également. Enfin, le franchisé rémunère son franchiseur. Alors, je sais que c'est un point qui vous intéresse tout particulièrement, donc je me suis permis de vous faire un petit focus sur les coûts spécifiques à la franchise. Alors, si vous avez déjà eu entre les mains des plaquettes de franchiseurs, ou si vous avez déjà visité leur site internet, je pense que ce sont des termes que vous avez déjà pu lire. Le droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est un montant forfaitaire que vous allez payer à la signature du contrat de franchise. Ne me demandez pas une moyenne de droit d'entrée par secteur d'activité, ça n'existe pas. C'est le franchiseur qui détermine son droit d'entrée en fonction des charges de structure qu'il va avoir pour vous accompagner. En fait, un bon franchiseur, pour moi, il ne vit pas avec son droit d'entrée. Il va, entre guillemets, se rembourser de l'investissement qu'il a mis sur vous du jour de la rencontre jusqu'au jour de l'ouverture. Tout d'abord, il a développé un concept. Il a mis plusieurs années, il l'a exploité. Il a investi en communication pour développer la notoriété de la marque. Derrière ça, il fait des salons pour se faire connaître. Et là, aujourd'hui, effectivement, il y a des salons, il y a des déplacements, il fait des grands événements nationaux, pour en reparler, comme le Salon de Paris ou autres. Il a des équipes qui vont vous accompagner sur toute la mise en place du projet, ce qu'on appelle un développeur de réseau. Il y a la formation initiale également. Donc, tous ces frais finalement portés par le franchiseur sont remboursés, entre guillemets, par les franchisés, par le droit d'entrée. Alors, je vous ai quand même mis une fourchette, c'est ce qu'on peut observer de manière générale, entre 0, parce que vous pouvez trouver des franchiseurs qui ne demandent pas de droit d'entrée, et 45 000 €, c'est dans la fourchette que l'on observe de manière traditionnelle, plutôt la partie haute. Maintenant, je ne vous cache pas que certains réseaux de franchise peuvent aller encore plus loin et demander plus de 45 000 €. Avec quoi vit le franchiseur au quotidien? Ce sont avec les royalties ou redevances. Alors, en moyenne, entre 2 et 10% du chiffre d'affaires hors taxe. Majoritairement, vous allez trouver effectivement des royalties aux variables. Sachez que vous pouvez également trouver des forfaits. Quel que soit le montant de votre chiffre d'affaires, un forfait fixe à payer, alors tous les mois, tous les trimestres, après ça dépend des réseaux. Vous pouvez trouver également des modèles mixtes, une base fixe, une base variable. Et vous pouvez même trouver certains réseaux de franchise qui ne demandent pas de droit d'entrée et pas ou très peu de royalties. Dans ces cas-là, soyez pas surpris, si vous êtes dans de la distribution de produits, avec généralement une exclusivité d'approvisionnement auprès de la centrale d'achat
du franchiseur et qui prend une marge sur les produits qu'il vous vend. Je ne suis pas là pour dire qu'il y a un système qui est mieux qu'un autre. Je vous explique simplement qu'il y a plusieurs manières de fonctionner dans les réseaux à ce niveau-là. Alors, il y a un troisième coût qui va s'ajouter finalement à ce droit d'entrée et à ces royalties, qui sont les redevances pour communication ou pour publicité nationale. Comme leur nom l'indique, c'est une somme qui est allouée à la publicité nationale. Le but de rejoindre un réseau de franchise, c'est pouvoir également mutualiser les moyens et faire des campagnes de communication d'envergure. Ce sont également les franchisés qui, entre guillemets, mettent la main à la poche pour pouvoir financer cette communication nationale. En moyenne, entre 0,5 et 5% du chiffre d'affaires. Pendant longtemps, cette charge supplémentaire, ce coût supplémentaire était intégré aux royalties. De plus en plus, les réseaux le sortent pour une question de transparence. Autant le franchiseur ne va pas vous dévoiler tous ses frais, ses charges de structure, il ne va pas envoyer les fiches de paye de ses développeurs, de ses animateurs de réseau ou autres, de l'ensemble de ses équipes. Autant sur la communication nationale, il doit être transparent. Il doit pouvoir prouver que le budget alloué à la com a bien été dépensé pour la communication nationale. Et de plus en plus de franchiseurs mettent en place ce qui s'appelle des commissions communication, dans lesquelles participent finalement des représentants de franchisés, et on va leur présenter comment a été dépensé le budget communication de l'année précédente et quelles sont les actions prévues pour les mois ou l'année à venir. Alors après, il peut y avoir d'autres frais, bien entendu, liés à l'installation, l'aménagement, le stock, des frais immobiliers, mais finalement, ce ne sont pas des coûts spécifiques à la franchise. Ce sont des frais supplémentaires que vous allez retrouver dans tout type de création d'entreprise. Dernier point, avant de passer la parole à nos intervenants qui sont sur scène, ça me semblait important de vous faire un point sur la réglementation. Alors en France, il n'y a pas de droit spécifique à la franchise. Vous n'avez pas un code de la franchise. L'ensemble des droits communs s'appliquent finalement à la relation franchiseur-franchisé. Par contre, il y a un code de déontologie qui existe, qui n'est pas récent, en 1972, il est devenu européen en 1992. Il n'a pas de valeur légale en tant que telle, ce sont les valeurs morales, c'est les bonnes pratiques de la franchise. C'est les valeurs que nous défendons en tant que fédération. Il est devenu européen, ça veut dire qu'il est porté par l'ensemble des fédérations nationales des pays d'Europe et par la Fédération européenne de la franchise. Ce code de déontologie, vous pouvez le télécharger sur le site de la fédération. Je vous invite fortement à en prendre connaissance. C'est 5 pages, donc ce n'est pas quelque chose d'extrêmement long. Donc ça vous permettra un petit peu de voir quelles sont les règles de bonne pratique de fonctionnement des réseaux. Je le précise, les réseaux adhérents de la Fédération française de la franchise s'engagent à respecter le code de déontologie. Ce qui ne veut pas dire que les réseaux adhérents de la fédération ne sont pas de bons réseaux. Il y a de très beaux réseaux qui aujourd'hui ne sont pas adhérents de la fédération. Il y en a un certain nombre qui sont présents sur le salon aujourd'hui, donc je vous invite également à aller les voir. Alors, ce qui régit la relation entre un franchiseur et son franchisé, c'est la signature d'un contrat de franchise. Mais avant de signer ce contrat de franchise, il y a un autre document qui intervient dans cette relation, qui est le document d'information précontractuelle. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de droit propre à la franchise, c'est vrai. Par contre, il y a une loi qui s'applique à la franchise, qui est la loi dite Doubin, du nom du ministre qui l'a mis en place. Alors, ça date de 1989. C'est l'article L330-3 du Code de commerce, pour être plus précis, qui dit une chose très simple, c'est que le franchiseur, il a obligation légale de remettre à son candidat à la franchise minimum 20 jours avant la signature du contrat de franchise, ce fameux document d'information précontractuelle, DIP ou DIP. Et ce document doit contenir une liste d'informations très précise. Si vous allez sur le site de la fédération, vous pouvez également télécharger un modèle de DIP vierge, ce qui est une bonne base pour vous dans vos projets. Quand on vous remettra un DIP, vous le poserez à côté et vous verrez effectivement si toutes les informations s'y retrouvent. La remise du DIP, ça ne vous engage à rien en tant que tel. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on vous remet le DIP que 21 jours plus tard, vous devez signer le contrat de franchise. C'est un minimum d'informations et un minimum de temps de réflexion et de préparation de projet avant de vous engager avec le franchiseur. Généralement, à la remise du DIP, on va vous demander 2 choses. La première, c'est de le dater et le signer, parce que le franchiseur, lui, il faut qu'il puisse prouver également qu'il vous a bien laissé ces 20 jours minimum de réflexion. La deuxième, on va vous demander de signer une clause de confidentialité, parce qu'il faut savoir qu'à ce DIP va être annexé le contrat de franchise type qu'on va vous proposer. Donc, entre les informations présentes dans le DIP et dans le contrat de franchise, vous avez énormément d'infos sur la stratégie du réseau, et le franchiseur veut un petit peu se protéger pour être sûr, effectivement, que ces informations ne partent pas dans la nature. Mais, au-delà de ça, ça ne vous engage à rien.
Ça veut dire que pendant 20 jours, il ne peut rien se passer. On ne peut pas vous demander de signer le contrat de franchise. On ne peut pas vous demander de verser une quelconque somme d'argent. Au bout de 20 jours ou plus, si vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre projet, vous demandez plus de temps, si vous êtes sûr à 100% de vouloir travailler avec le réseau, vous signez le contrat de franchise. Le contrat de franchise, c'est les règles du jeu. Tout va se retrouver dans le contrat de franchise. Ce que j'appellerais les droits et obligations des parties, à la fois du franchiseur, mais également des franchisés. Toutes les clauses importantes d'approvisionnement, d'exclusivité géographique s'il y en a une, de sortie de contrat, de reconduction de contrat ou autre, se trouvent dans le DIP. En principe, il est non négociable. Le DIP, on dit que c'est un contrat d'adhésion. Le franchiseur fixe les règles. Vous êtes d'accord avec ces règles, vous signez le contrat. Vous n'êtes pas d'accord, vous vous engagez pas avec le franchiseur, vous ne signez pas. Très généralement, à durée déterminée, je vous en ai un petit peu parlé un peu plus tôt, en moyenne, en France, les durées les plus courantes, on va être sur 5 ou 7 ans. C'est possible de trouver des contrats un peu plus longs, notamment quand ce sont sur des projets à fort investissement financier. Ça peut être le cas dans des grosses structures de restauration rapide ou de l'hôtellerie, par exemple, où là, effectivement, vu les investissements, le franchiseur propose des contrats plus longs qui peuvent atteindre, par exemple, 10 ans. Je vous remercie pour votre attention sur ce point. J'espère que cela a pu poser un peu les bases des discussions qui vont suivre. Alors je me tourne maintenant vers nos témoins et je vais peut-être commencer avec vous, Madame Basquin, parce que voilà, vous avez fait le plaisir et la gentillesse de laisser peut-être les clés de votre boutique pour être là face à ces potentiels candidats à la franchise. Donc peut-être nous raconter un petit peu votre parcours, d'où vous venez, ce que vous faisiez avant, pourquoi vous avez décidé d'entreprendre en franchise. Merci à tous d'être là. Donc, je m'appelle Magali Basquin. J'ai depuis 2002, je suis rentrée dans le réseau Yves Rocher. Donc, auparavant, je travaillais dans les salles de bain. Donc, je vendais des salles de bain à des grossistes et à des installateurs. Donc, un domaine totalement différent. Je vendais du carrelage aussi. Et puis en 2002, je me suis dit j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me mettre à mon compte. J'ai appris que Yves Rocher souhaitait se réinstaller donc sur Sarreguemines. Donc je me suis dit c'est pour moi. Il faut que je saute le pas, que je les contacte et que j'arrive absolument à rentrer dans cette marque. Donc effectivement, toutes les étapes que vous avez citées, je les ai connues. Donc c'est vraiment le passage, toute l'expérience est là. En 2002, fin d'année, on a ouvert Yves Rocher en zone piétonne, donc à Sarreguemines, avec 3 salariés. Alors je ne vais pas vous raconter toutes les années qui ont passé. Actuellement, j'ai 10 salariés. En période de Noël, nous sommes 12. En période estivale également. Donc je dirais que c'est une belle réussite. Sur Sarreguemines, on a une forte notoriété et Yves Rocher est vraiment reconnu pour son professionnalisme. Et donc en 2008, j'ai ouvert un 2e magasin donc à Sarrebourg, plus petite ville, 15 000 habitants. Et pareil, donc démarré avec 2 salariés. Aujourd'hui, elles sont 6. Donc pour moi, le fait d'avoir adhéré à un réseau de franchise m'a vraiment permis d'évoluer personnellement, donc de pouvoir grandir, ne serait-ce que dans le management également, parce que vous gérez pas la même façon 2 personnes que vous pouvez en gérer maintenant 16 ou 18, voire plus, parce que j'ai également un 3e point de vente, mais dans un autre domaine. Yves Rocher, ou un franchiseur, parce que on est là pour parler en général, permet vraiment à un franchisé déjà de bien gagner sa vie, si on arrive, je veux dire, à bien faire développer cette enseigne, et d'avoir un accompagnement. Donc, avoir un accompagnement, comme vous disiez, c'est on reste indépendant. Donc, moi, j'y tiens. C'est vraiment important. C'est-à-dire que quand j'ai une décision à prendre, je la prends. J'ai pas besoin de demander à Yves Rocher. Je respecte par contre les protocoles Yves Rocher qui sont demandés. C'est sûr qu'on se doit d'avoir, je veux dire, au niveau du mobilier, de certaines, au niveau de la structure, d'être en phase avec la marque et je veux dire d'avoir une philosophie également de la marque.
Donc je vais peut-être pas tout dire tout de suite. Je suis c'est un peu une première, donc je pars un peu dans tout. Je reviendrai vers vous par la suite, je vous rassure. D'accord. Peut-être nous expliquer comment s'est déroulée la prise de contact avec le franchiseur. Où est-ce que vous avez rencontré Yves Rocher ? Alors je leur ai envoyé un premier CV, donc à Issy-les-Moulineaux. En disant voilà, je suis fortement intéressée j'ai entendu parler parce que je savais quand même qu'ils souhaitaient se réinstaller sur Sarreguemines. Ils avaient été absents pendant à peu près 5 ans. Donc je souhaite vous rencontrer. Donc voilà, le rendez-vous a été établi. Et puis on a décidé donc en décembre, le 6 décembre 2002, donc d'ouvrir ce magasin. Donc il a fallu effectivement passer par la banque, proposer établir un projet. Donc le comptable, on passe par là, et également donc le compte d'exploitation sur 3 ans, et s'assurer effectivement qu'Yves Rocher pouvait m'apporter également l'accompagnement sur toutes les années qui allaient venir. Parce que on fait un investissement quand même important, on veut quand même pouvoir être assuré d'être accompagné tout le temps. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Je permets de rebondir parce que vous avez cité quelque chose qui est important. Effectivement, pour un franchisé, pouvoir ouvrir un 2e point de vente ou un 3e par la suite, c'est effectivement une possibilité de développement dans son activité. Alors, il y a 2 termes que vous allez peut-être entendre au cours de la journée qu'il ne faut pas confondre. C'est le terme de multifranchisé et le terme de plurifranchisé. Multifranchisé, c'est avoir plusieurs points de vente d'une même enseigne. Être plurifranchisé, c'est avoir plusieurs points de vente de réseaux différents. Donc par rapport à votre témoignage, j'imagine que vous êtes un peu les deux, si j'ai bien compris. Oui, je suis les deux. Corinne Duplat, vous représentez le réseau Les Menus Services. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre réseau, votre activité, où vous en êtes dans votre développement, et peut-être nous dire pourquoi vous avez choisi de vous développer en franchise ? Bonjour à tous. Donc Corinne Duplat, je suis directrice générale du réseau Les Menus Services. Nous sommes spécialistes du portage de repas au domicile de personnes âgées et leader aujourd'hui sur notre marché. Les Menus Services fêtera l'année prochaine ses 15 ans d'activité, avec aujourd'hui 54 agences sur le territoire national, dont 11, tu en parlais tout à l'heure, succursales qu'on a créées, nous, au démarrage du réseau, qui sont des pilotes, et le reste en franchise. Un développement, pour vous donner une idée, de 10 à 12 nouvelles agences par an, exclusivement en franchise depuis 4 ans, et un réseau qui connaît un gros développement dont je suis en partie responsable, avec 25% de croissance annuelle, et sur la partie franchise maintenant, puisque nos franchisés travaillent très bien, 40% de croissance annuelle. Alors, nous, on a décidé, alors quand je dis nous, c'est mon associé et moi, mon associé est PDG de l'enseigne, il a créé cette enseigne Les Menus Services. Pourquoi se développer en franchise ? C'est simple. On s'est posé la question il y a 4 ans, quand on avait monté 11 succursales, de se dire maintenant on veut accélérer le développement, on veut être leader sur notre marché, qui est un marché à très beau potentiel. Et nous, on travaillait dans 2 gros groupes avant d'être franchiseurs et de monter nos sociétés. Et on s'est dit, c'est simple, soit on fait entrer un investisseur au capital, dans notre capital, et puis on monte de la succursale, soit on se développe en franchise. On a choisi la franchise pour une question de liberté, parce que on est encore aujourd'hui un groupe familial, je dirais, 2 associés historiques avec des amis qui nous ont fait confiance. Donc on ne veut pas que ça bouge pendant quelques temps, parce que ça nous va bien et que ça fonctionne bien. Et puis la franchise, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, il y a vraiment une différence, et on le voit nous dans le développement et la croissance d'une franchise. Pourquoi ? Parce que en succursale, ce sont nos collaborateurs qui sont des responsables d'agence qui gèrent l'agence tous les jours, alors que le franchisé, c'est son argent qu'il a investi, c'est son territoire, il y est tous les jours, et il compte pas ses heures, c'est clair, il n'est pas aux 35 heures. Donc il y a une vraie différence, et en croissance et en rentabilité. Voilà pourquoi le choix de la franchise. Merci Corinne Duplat. Marius Godard, vous représentez le réseau Speed Burger, restauration rapide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour à tous. Donc oui, Speed Burger, nous on est sur un concept de burger en livraison à domicile et au bureau. On a plus de 20 ans d'expérience et 50 restaurants en France.
On s'est développé en franchise simplement parce que on a une demande de la part de nos clients de pouvoir apporter ce service dans le plus de villes françaises. Et donc, on continue ce développement, notamment avec notre venue ici aujourd'hui. Alors, quel profil de candidat vous recherchez pour rejoindre le Speedburger ? Les profils de candidats de Speedburger sont surtout des profils assez jeunes, sur lesquels on demande une très grande motivation et qu'ils adhèrent au concept de façon à ce qu'ils soient impliqués dans leur magasin dès l'ouverture du restaurant. D'accord. Mais une question, Corinne Duplat, est-ce qu'il faut absolument être du métier pour rejoindre votre réseau ? Ah non, absolument pas. Alors tout à l'heure, vous faisiez part de statistiques. Moi, je dirais que 90% de nos futurs franchisés sont des salariés. Ils sont absolument pas du métier. Qu'est-ce qu'on va leur demander ? Alors, nous, on exige, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, qu'ils soient du territoire, qu'ils soient nés ou qu'ils habitent depuis longtemps sur leur territoire, puisqu'on travaille dans la proximité, on a des agences de proximité. Après, ils doivent être en capacité de tisser un réseau de prescripteurs sur des commerciaux, mais sur un réseau, on va dire. Et ensuite, surtout, nous, on est dans un métier de service, donc avoir le sens du service et bien sûr de l'empathie, parce qu'on travaille auprès de personnes âgées. C'est une cible tout à fait particulière, une clientèle. Comment vous faites en sorte que quelqu'un qui n'est pas de ce métier puisse performer et finalement être apte à le réaliser tous les jours ? Si demain j'ai envie de rejoindre les menus services, comment est-ce que vous allez me former pour que je puisse gérer une agence ? Alors, pour répondre à ça, moi je travaille beaucoup sur les potentiels, parce que comment, et quand je parle de jeu, je reçois les premières candidatures, et c'est vrai que comment se dire, est-ce que cette personne-là va avoir le potentiel pour être un chef d'entreprise, pour travailler dans notre métier, et pour être un bon franchisé aussi. C'est trois casquettes différentes. Donc moi, je regarde un peu le passé, bien sûr, quelles compétences il a acquises, mais surtout, il est capable de quoi ? Et ça, c'est, on en parlait tout à l'heure, tout un cheminement qui va durer entre 6 mois et 1 an d'accompagnement pour se dire, est-ce que au fur et à mesure, c'est la bonne personne et est-ce qu'on est aussi le réseau qui va lui correspondre pour son projet ? Et après, ce qui va être vraiment important, c'est une fois qu'on a bien déterminé que c'est le bon profil et qu'on ait le bon projet pour lui, et ben, ce qui va être important, dès l'instant où on aura signé un contrat de franchise, c'est de l'accompagner de la meilleure façon. Puisque c'est vraiment au démarrage, au lancement d'une agence, qu'on va déterminer la croissance de l'agence. Et là, il y a un accompagnement très pointu, la première, voire la deuxième année. On trouve également cet accompagnement chez Speedburger, en termes de formation initiale dont on parlait à la présentation. Il y a une formation de 30 jours chez Speedburger pour les nouveaux franchisés, qui se passe directement en unité pilote et au siège de Speedburger sur Angers. Et après cette formation, vous avez un crédit de 20 jours qui est de la part de l'animateur réseau, qui viendra vous accompagner directement dans votre magasin, dans votre restaurant, de façon à mettre tous les processus en fonctionnement. Et également, vous avez toujours cet accompagnement qui se fait au quotidien par les animateurs réseau sur l'ensemble des restaurants. Magali Basquin, comment est-ce que vous avez appris votre nouveau métier ? Vous êtes passé du monde des sanitaires et du carrelage à la beauté. Il y a quand même un gap. Moi, j'ai passé également 30 jours à Rennes et à la Gacilly, donc, où Yves Rocher nous a apporté, on était plusieurs, on était une dizaine à se mettre à notre compte au même moment. Donc pendant 30 jours, donc en immersion totale au niveau de la marque, ça a été une très belle expérience. Ensuite, une fois qu'on est sur le terrain, qu'on est dans notre magasin, c'est sûr qu'on compte pas les heures, mais alors, pas du tout. Donc pendant 2 ans, ça a été, mais le dimanche, je faisais mes vitrines, le soir, je restais jusqu'à 22h pour être sûr que mon magasin soit tip-top, picobello pour le lendemain matin. Et au quotidien, nous avons une responsable de secteur qui va gérer à peu près une quinzaine de magasins. Donc elle fait le lien entre les franchisés ou les gérantes, parce qu'on a aussi un autre profil chez Yves Rocher, c'est la location-gérance. Donc elle fait le lien où on a notre directeur de région à qui on peut poser diverses questions et qui est là pour nous accompagner. Mais oui, les premiers temps, c'est de l'investissement en temps qui est important et c'est nécessaire. Ces personnes, finalement, elles jouent le rôle d'animateur de réseau. D'animateur de réseau, tout à fait. Il faut savoir que ça peut avoir
le poste peut avoir plusieurs titres en fonction des réseaux, mais l'animateur de réseau, pour rappeler, c'est effectivement une personne qui va venir vous voir quand vous serez franchisé, qui va venir vous voir régulièrement pour vous accompagner au mieux finalement dans votre activité et faire en sorte, j'ai toujours de vous tirer vers le haut pour que vous puissiez performer au maximum. Alors, il a aussi ce rôle de contrôle, ils n'aiment pas trop qu'on le dise, les animateurs, mais ça fait partie de leur rôle également d'aller vérifier sur le terrain que les franchisés, encore une fois, respectent bien le concept et l'ensemble des procédures. Chez Menu Service, l'animation de réseau, ça se passe comment ? Alors l'animation réseau, elle démarre effectivement déjà au moment de la formation. Chez Menu Service, c'est 3 semaines d'intégration, dont 1 semaine de théorie et 2 semaines de pratique. Ça veut dire que le futur franchisé, quand il sort de formation, il ouvre les portes de son agence et il sait faire le métier. Après, on va l'accompagner sur plusieurs aspects. L'aspect commercial, beaucoup, puisque le nerf de la guerre, c'est le commerce. Et dans toutes les affaires et tous les réseaux, je dirais, il faut développer son affaire, c'est une évidence. On va l'accompagner sur, bien entendu, son métier. Alors nous, on est très, ça paraît pas peut-être pour un type de métier qu'on exerce, mais on est très informatisé. On a un logiciel métier, on a un CRM, un logiciel de la relation commerciale, et on est en train de mettre en place un logiciel d'optimisation des tournées pour, c'est un peu l'ubérisation de la société, hein, c'est comme ça. Donc on les accompagne beaucoup sur ces parties-là, et puis ce qui est important, c'est ce que je disais au préalable, c'est le lancement de l'agence, parce que ça détermine toute la croissance de l'agence. Pour vous donner une idée, nous, depuis le démarrage, et c'est un gros travail, 0 fermeture en 15 ans d'agence, donc c'est assez important. Ça veut dire qu'on s'attache, alors il y a les premiers de la classe, il y a les derniers de la classe, hein, c'est comme partout, mais vraiment c'est d'accompagner ceux qui ont le plus de difficultés, forcément on les encadre plus, et puis ceux qui performent, vous en parliez tout à l'heure, ils développent un jour une 2e, une 3e, voire une 4e agence, aujourd'hui nous pour le plus ancien. Donc c'est vraiment de l'accompagner sur le maillage de son territoire. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'histoire du réseau sur la performance, la rentabilité, parce que c'est super de faire un beau chiffre d'affaires, mais au bout du compte, comment on gagne sa vie et ça, c'est vraiment un travail aussi du franchiseur d'accompagner en faisant part de son expérience sur sa propre affaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Magali Basquin, est-ce que vous aviez eu l'occasion, avant de signer le contrat de franchise, d'aller découvrir un petit peu le métier ? Oui, bien sûr. Donc, durant les 30 jours, il y a eu une semaine en immersion dans un magasin. Donc, pour moi, c'était sur Strasbourg. Donc, ça m'a permis de voir comment on prend en charge une cliente, la partie gestion, la partie informatique, de partager avec une franchisée. Donc, de son expérience et de pouvoir dire, oui, ça me correspond et je me lance dans cette aventure. Moi, j'irais même plus loin. Le conseil que je peux vous donner, effectivement, c'est avant de signer le contrat de franchise, d'aller demander au franchiseur de faire une période en immersion, d'aller passer une journée, 2 jours, 3 jours de manière bénévole, mais dans un point de vente du réseau pour vous rendre bien compte de ce que sera votre métier de demain au quotidien. C'est pas forcément évident quand on est. Alors, je change un peu des secteurs, mais parfois le monde des fleurs, ça peut faire rêver, mais être fleuriste, c'est aussi des contraintes. On travaille les week-ends, on travaille les jours fériés, dans le froid, dans l'humidité ou autre. Donc, c'est important finalement de vous rendre compte de ce que sera réellement le métier au quotidien. Je vous l'ai dit, et ça a été redit en table ronde, effectivement, dans la formation initiale, il y a une période en immersion. Seulement la formation, elle va démarrer une fois que vous avez signé le contrat de franchise. Donc, ça sera trop tard. Donc, je vous invite fortement à demander aux franchiseurs d'aller faire des journées d'observation dans le réseau avant de vous engager. Par rapport aux montants de droits d'entrée et de royalties qui ont pu être présentés, si je fais un petit tour de table rapide, Marius, je commence par vous. Alors le droit d'entrée chez Speedburger commence à partir de 12 000 € selon la taille de la ville d'implantation. Vous avez ensuite des royalties de 3%, à partir de 3%. Et également de la redevance publicité nationale, comme on l'a évoqué tout à l'heure, d'1%. Corinne, allez-y. Oui. Alors, pour les menus services, je parle d'abord d'investissement global. Pour monter une agence, les menus services de 0, il faut un investissement global de l'ordre de 100 000 €. Dans les 100 000 €, on a un apport personnel toujours de 40%. Donc, le franchisé apporte 40 000 € de sa poche. Et le reste, on est toujours en financement bancaire. Et après, sur l'entrée à la franchise, on a un droit d'entrée de 15 000 €, une formation de 6 000 € et des royalties qui sont de l'ordre de 5,5 du hors taxe du chiffre d'affaires.
chez Yves Rocher? Alors quand j'ai démarré, j'ai pas tout de suite démarré en franchise, j'ai démarré en location-gérance, donc j'étais indépendante. Ensuite, en ce qui concerne le droit d'entrée, il y en a un chez Yves Rocher, mais ça dépend donc où vous vous trouvez, suivant la ville, centre-co, centre-ville. Donc là, j'ai appris qu'ils étaient présents aujourd'hui, donc le mieux c'est d'aller les rencontrer pour leur demander. Je m'aventurerai pas trop. Donc, mais il est évident qu'il faut un apport personnel pour pouvoir être à l'aise dans sa trésorerie et aborder les mois qui vont venir sereinement. Donc il faut, je dirais, minimum 20-30%, enfin pour moi c'était ça, de l'investissement global pour pouvoir aborder les choses tranquillement. Alors, c'est une question qui revient souvent quand je suis sur des salons de la part de candidats, finalement. Comment savoir si un réseau est cher ou pas? La seule façon de le savoir réellement, c'est d'aller comparer. C'est le premier conseil que je peux vous donner, d'aller comparer les réseaux dans un premier temps. Avec plus de 1900 réseaux de franchise en France, quand vous allez vous intéresser à un ou plusieurs secteurs d'activité, vous avez le droit de vous intéresser à plusieurs secteurs d'activité, il y a de grandes chances que vous retrouviez plusieurs réseaux. Faites l'effort d'aller les contacter et de les comparer, de les rencontrer. Parce qu'un droit d'entrée, un pourcentage de royalties, un chiffre sur papier, ça ne veut pas dire grand-chose quand finalement on ne sait pas ce qu'il y a derrière. En allant comparer, en allant échanger avec les réseaux, vous allez pouvoir juger de la manière dont ils sont structurés, des différents services qui vont être mis à disposition pour vous accompagner au quotidien, de la durée de la formation, de son contenu, etc. Donc c'est important de faire l'effort d'aller comparer et chercher un maximum d'informations. L'autre objectif de comparer les réseaux, c'est comparer un petit peu leur état d'esprit, leurs valeurs. Ça aussi, c'est un point clé important. On l'a vu, vous allez vous engager pour une période, alors en moyenne, entre 5 et 7 ans. Alors, sur le premier contrat, il faut savoir qu'en France, en moyenne, les contrats de franchise sont renouvelés 1 fois et demie, avec un âge moyen de franchisé à 47 ans. Donc, c'est des relations qui sont quand même longues entre le franchiseur et le franchisé. Donc, avant de vous engager, trouvez un réseau dans lequel vous vous sentez bien également. Et c'est uniquement en allant échanger avec les réseaux que vous pourrez également le faire. Quand je discute avec des franchisés sur pas mal de salons, pas mal de retours d'expérience, ce qu'ils me disent, c'est quand ils avaient finalement, à l'origine, listé sur papier les réseaux qu'ils souhaitaient contacter par ordre de préférence, que c'est peut-être plus avec le numéro 1 ou le numéro 2 finalement qu'ils ont signé, mais c'est peut-être avec le numéro 3, parce que c'est le réseau dans lequel ils se sentaient mieux, le réseau qui leur correspondait le mieux. Donc c'est important d'aller comparer. L'autre conseil que je donnerais, mais je peux vous poser la question, Magali, est-ce que vous, avant de signer, vous êtes allé rencontrer d'autres franchisés du réseau? Oui, bien sûr. Donc dans l'alimentaire, donc il y avait une autre marque qui me plaisait bien. Dans le domaine également, alors rien à voir, du fitness, pourquoi pas. Mais bon, j'avais quand même dès le départ une préférence pour Yves Rocher. Et quand je les ai rencontrés, pour moi, ça a été une évidence que j'étais faite pour être dans ce réseau. N'hésitez pas à aller voir les franchisés également des réseaux qui vous intéressent. C'est la meilleure source d'information que vous pouvez trouver. Allez comparer le discours du franchiseur et la réalité terrain perçue finalement par les franchisés quand ils sont sur le terrain en activité. J'irai plus loin, allez en voir plusieurs. Et si possible, essayez de varier les profils. Allez voir un franchisé qui est dans le réseau depuis un certain temps, qui a une meilleure vision sur la pérennité de l'activité, sur la rentabilité du concept, sur les évolutions stratégiques qui ont été prises par le réseau, sur la réactivité du franchiseur. Allez voir un franchisé plus jeune, quelqu'un qui aura peut-être, si je peux dire, la mémoire un peu plus fraîche sur tout l'accompagnement à l'ouverture, sur la formation initiale. Il faut savoir qu'un franchisé qui est rentré il y a 15 ans dans un réseau et un franchisé qui est rentré l'année dernière, ils n'ont sûrement pas eu la même formation initiale. Parce que c'est le rôle du franchiseur de continuer à étoffer, à développer finalement son programme de formation. Il y a peut-être de nouveaux modules sur le référencement web, sur la communication digitale, qui ont été intégrés ces dernières années au programme de formation initiale du franchiseur. Donc c'est important pour vous d'aller sur le terrain, interroger les franchisés. Alors, on dit souvent, oui, mais comment avoir la liste? Je vous l'ai dit, à un moment donné, dans votre relation entre le franchiseur et le franchisé, on vous remet le DIP. Dans ce fameux DIP, vous aurez la liste complète des franchisés du réseau. C'est pas toujours évident. Quand on se promène dans un centre-ville, par exemple, on passe devant une enseigne. Comme ça, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'une succursale, donc un point de vente qui appartient au franchiseur, ou si c'est un franchisé qui en est aux manettes. Avec le DIP, vous aurez la réponse, donc ça vous permettra effectivement de rentrer en contact avec eux. Magali Basquin, alors, de manière générale, dans l'état d'esprit des Français, parfois on peut dire la franchise, on n'est pas totalement libre, le franchiseur fixe les règles. Malgré
tout le concept finalement fixé par Yves Rocher, est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être aux manettes de votre entreprise? Ah ben moi, je suis totalement aux manettes de mon entreprise et j'y tiens. Je veux dire, comme vous disiez tout à l'heure, Yves Rocher va être là, donc mon franchiseur, pour m'accompagner si j'ai des questions, si j'ai des difficultés. Ça m'est arrivé en 2008, donc j'étais en train d'installer Sarrebourg, et en même temps, j'ai eu un dégât des eaux phénoménal sur Sarreguemines. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? L'assureur ne bouge pas. Donc Yves Rocher a pu pousser le dossier pour faire avancer les choses. Donc ils ont été présents. Alors, je vais rebondir sur autre chose, sur la formation. Donc, on a également donc des salles de formation donc sur Rennes. Ils se déplacent également en région pour nous, pour le management, pour le coaching. Comment coacher une directrice, comment coacher une conseillère de vente. Et également, donc, elles-mêmes vont avoir des formations donc, en hôtel pour voilà, comment conseiller une cliente, l'accueillir et vendre. Avant de passer aux questions-réponses, si je fais un dernier tour de table, peut-être un conseil de chacun d'entre vous pour les candidats qui sont dans la salle. Moi, j'aime bien donner le conseil suivant. Le premier, c'est de choisir un métier qu'on va aimer, parce que je suis persuadée, et je le vois, qu'on réussit quand on fait ce qu'on aime. Le deuxième, c'est bien sûr de choisir un réseau qui a fait ses preuves. Alors un réseau peut-être aussi, nous on est adhérents de la FFF, je trouve que c'est une bonne garantie. Ça se vérifie, c'est ce que tu disais dans le DIP. Et puis de vérifier aussi que le métier qu'on va choisir a du potentiel. Il y a plein de métiers qui sont un petit peu éphémères, donc s'assurer de tout ça, parce que oui, on signe pour un CDD, mais on a envie que ce soit un CDD renouvelable. La franchise, c'est par exemple nous c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans. Plus on passera de temps ensemble, plus la réussite sera là. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 conseils. Et puis de dire, je le dis toujours en préambule d'un recrutement, il faut se plaire. La franchise, c'est une affaire de confiance. Moi, je fais un premier rendez-vous de 3 heures où je dis, voilà, on passe 3 heures ensemble, on discute. Votre passé, notre passé, qui on est, nos valeurs, on en parlait là. Donc il faut se plaire parce qu'on va se retrouver très, très, très régulièrement. Merci Corinne Magaye-Basquin, vous qui avez sauté le cap. Effectivement, aimer son métier, se projeter. Alors moi, je ne me suis pas projetée sur 5 ans, 7 ans. Moi, je me suis dit, voilà, je démarre alors il y a 15 ans, un petit peu, voilà, un peu plus jeune. Je me suis dit, bon, à 50 ans, 55 ans, 60 ans, est-ce que je me vois encore dans cette franchise? Donc oui, j'avais envie de grandir avec cette marque. Les premières années et tout au long, de la vie dans cette entreprise, se donner toujours à fond, toujours se renouveler. Donc c'est quotidiennement, tout le temps. Même si on sait que derrière, il y a le franchiseur, moi, je suis indépendante et tous les jours, je me dis, qu'est-ce que je peux apporter en plus pour moi, pour la franchise aussi. Donc, je ne vais pas me dire, j'attends que le directeur de région vienne et me dise, ça va pas, ça, tu n'as pas respecté, les lampes ne sont pas allumées. Donc, on se doit de donner une image. Et donc, voilà. Donc, en finalité, aimer son métier et être en partage avec la marque, tout le temps. Merci pour ces bons conseils. Marius Godard, c'est pas évident de passer en dernier. La dernière chose que je peux dire, c'est simplement de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi vous choisissez ce secteur d'activité, pourquoi vous choisissez ce concept et pourquoi vous choisissez ce réseau de franchise. Et une fois que vous avez trouvé réponse à ces questions, il faut tout simplement foncer. Merci Marius. Alors, un dernier conseil avant de passer la parole, et on en a un petit peu parlé finalement pendant toute cette heure, c'est prendre son temps, je pense que c'est important, bien comparer, pas de précipitation bien évidemment, entourez-vous pour la partie création d'entreprise, c'est important. Alors, il y a plusieurs acteurs pour vous entourer. Le premier, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Si on est là aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est réellement un acteur finalement de la création, de l'accompagnement en création et en reprise d'entreprise. Donc, je vous invite à rentrer en contact avec les conseillers création et reprise de votre Chambre de commerce. Nous, fédération, nous sommes à Paris, mais voilà, on a Internet, on a le téléphone. Vous pouvez nous appeler au quotidien si vous avez des questions sur la franchise. On est là pour y répondre. Vous faire accompagner
Ça passe aussi par l'accompagnement d'un expert comptable. On en parlera justement sur la table ronde de cet après-midi, ou de l'assurance, d'autres acteurs finalement de la création d'entreprise. Le dernier, qui ne sera pas autour de la table cet après-midi, c'est l'avocat. Quand on rentre dans une relation franchiseur-franchisé, il y a ce fameux contrat de franchise. Si vous sentez que vous ne le maîtrisez pas à 100%, ce qui peut être logique quand on n'a pas forcément une formation juridique et qu'on ne maîtrise pas tout le jargon juridique, c'est important de le montrer effectivement à un avocat pour pouvoir faire une relecture finalement qui vous explique à quoi vous vous engagez si vous décidez de signer contrat de franchise et de rejoindre le réseau. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne maintenant la parole si vous avez des questions. Je pense qu'il doit y en avoir tout de même. Profitez-en également. Vous avez des témoignages de franchiseurs, franchisés, donc profitez-en pour poser vos questions. Si effectivement les durées de contrat moyennes de 5 ou 7 ans correspondent à un retour sur investissement. Alors, je ne sais pas si les témoins franchiseurs veulent... Non, enfin, ça dépend effectivement. Plus le contrat est long, et plus l'investissement sera lourd en général. Après 5 ans, c'est pas le retour sur investissement parce que c'est quand même long. On parle déjà d'une chose, d'un point mort. À quel moment on atteint l'équilibre? Ça, c'est la première question à vous poser, et notamment en moyenne dans le réseau que vous allez choisir. Et puis après, le retour sur investissement, il dépend 2 ans, 3 ans, nous en moyenne, quelque chose comme ça, point mort, 12-18 mois, pour vous donner une idée. Après, ce qui est vraiment important de vous dire, c'est combien j'ai à titre personnel, et voilà, quelle va être ma capacité d'investissement. C'est vraiment ça la question. Et puis, questionner beaucoup, les franchisés, voir leur bilan. Ils ont fait comment, ils vivent de quoi. Ça, c'est vraiment important aussi. C'est tout ça, la rentabilité, d'étudier tous ces points au démarrage. Magali Basquin, est-ce que vous pouvez faire un retour par rapport à votre expérience personnelle? Oui, alors bon, moi je vais pas vous dresser un tableau idyllique de chez Yves Rocher, mais bon, c'est vrai que mon apport personnel, au bout de 2 ans, j'aurais pu le récupérer. Donc j'ai souhaité le laisser parce que je me suis dit, il vaut mieux être écureuil et puis on verra dans quelques années. Mais oui, le retour sur investissement peut donc être rapide. Alors, sur l'apport personnel, effectivement, de manière générale, c'est quand même la part à apporter par le candidat. Alors, il peut y avoir effectivement des solutions, et notamment sur de la garantie bancaire par la suite. Ça, on va en reparler. Je vous invite à participer à la table ronde, enfin écoutez, pas participer si vous voulez, mais écoutez la table ronde de cet après-midi, donc de 14h à 15h, parce qu'il y aura effectivement un expert comptable sur scène, et des banques et un organisme de garantie bancaire également. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre à ces questions. Je reformule la première, effectivement, comment avoir l'information des zones disponibles pour s'implanter avec tel ou tel réseau. La seconde, effectivement, est-ce que le franchiseur a un droit de regard sur les zones d'implantation? Et la troisième, comme la formation a lieu après la signature du contrat de franchise, effectivement, qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas? Bon, alors... La première, est-ce que comment savoir effectivement les zones disponibles par le franchiseur? Mais simplement en les contactant finalement. Alors là, vous en avez, alors si je dis pas de bêtises, 26 qui sont là aujourd'hui. Alors il en existe encore d'autres, mais vous avez différents moyens de rentrer en contact avec les franchiseurs. Le premier, ce sont des salons comme celui d'aujourd'hui, ou après des salons plus gros comme celui de Paris, parce que là on est sur plus de 500 réseaux qui sont présents, mais c'est un événement national bien évidemment. Vous pouvez faire des rencontres face à face. Il y a les sites internet des franchiseurs qui ont forcément un module dédié à la franchise avec la possibilité de prendre contact avec eux. Vous avez également des sites spécialisés en franchise où vous pouvez faire des recherches de réseau par secteur d'activité, par rapport personnel ou d'autres critères. Mais c'est uniquement en rentrant en contact avec les franchiseurs que vous allez pouvoir savoir finalement sur quelle zone ils ont de la disponibilité, que ça soit en création ou en reprise. Alors, est-ce que le franchiseur il a un droit de regard sur la zone d'implantation? Oui, forcément, dans le sens où le franchiseur n'a absolument aucun intérêt de vous laisser partir sur une zone qui ne correspond pas à l'activité. Derrière, le risque, s'il le fait, c'est que ça ne fonctionne pas pour vous, qu'au bout de quelques mois, vous mettiez la clé sous la porte, ce qui est mauvais. C'est mauvais pour vous, effectivement, parce que vous perdez votre investissement. C'est mauvais pour le réseau, parce qu'au niveau de l'image de la marque, ça reste un des points de vente qui ferment. Et ça, je pense que nos 2 franchiseurs le témoigneront, mais c'est quand même vraiment problématique. Donc oui, le franchiseur, il a un droit de regard, il va vous dire si la zone elle a du potentiel pour que vous puissiez vous implanter ou pas.
Dans le DIP, donc le document d'information précontractuelle, il va effectivement vous remettre ce qu'on appelle un état global et local du marché. C'est un état avec le potentiel. Maintenant, c'est à vous, futurs chefs d'entreprise, de bien aller refaire une étude de marché pour savoir si ce concept a réellement sa place sur la zone géographique visée. D'où l'importance pour vous d'aller finalement faire ces périodes en immersion, d'aller rencontrer des franchisés sur le terrain pour vous rendre compte finalement de ce que va être votre métier au quotidien. La formation initiale, elle démarre après la signature du contrat de franchise. Pour moi, ça, c'est une logique évidente, parce que dans la formation initiale, on vous transfère le savoir-faire. Donc on ne va pas donner le savoir-faire du réseau avant que vous ayez signé le contrat, bien évidemment. Maintenant, normalement, quand vous signez un contrat de franchise, vous êtes engagé pendant une certaine période. Après, si vous souhaitez sortir avant même de démarrer l'activité parce que vous rencontrez une difficulté, ça se négocie également avec le franchiseur. Maintenant, c'est aussi, j'ai envie de dire, une bonne relation, une bonne intelligence avec le franchiseur d'être capable de quitter le réseau sur un modèle qui vous correspond avec un arrangement à l'amiable. Par contre, effectivement, ça peut être le cas. Il faut savoir que certains franchiseurs peuvent vous demander de signer des pré-contrats avant même de signer le premier contrat de franchise pour plusieurs raisons. Par exemple, vous êtes sûr de vouloir travailler avec ce franchiseur sur cette zone géographique, mais le local disponible, vous l'avez trouvé, mais il sera disponible que dans 4 ou 5 mois, par exemple. Ou vous êtes prêt pour tout, mais vous êtes en attente, effectivement, du financement bancaire. Là, le franchiseur peut vous laisser la possibilité, effectivement, de signer ce qu'on appelle un pré-contrat. Vous réservez, finalement, la zone géographique et vous allez vous engager auprès du franchiseur pour travailler avec lui dans les mois à venir et les années qui vont suivre, bien entendu, sur cette zone. On signe un pré-contrat uniquement si on est sûr à 100% de vouloir s'engager avec le franchiseur. Il a la même valeur, finalement, que le contrat de franchise. Généralement, le franchiseur va vous demander de verser un acompte sur le droit d'entrée. D'accord ? Alors, dans un pré-contrat, il doit y avoir des clauses de dédit. C'est-à-dire que si vous signez un pré-contrat en attente du local et que le local, finalement, ça ne se fait pas, ou en attente du financement bancaire et que finalement, vous n'obteniez pas le financement bancaire, vous avez une possibilité de sortie. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait qu'effectivement, il puisse y avoir des clauses. Dans le sens où si le franchiseur a mobilisé ses équipes pour travailler avec vous sur la préparation du projet, peut-être des personnes qui vont s'occuper de l'immobilier pour rechercher avec vous le local et aller le valider. Là, le franchiseur peut se laisser le droit, effectivement, dans le contrat, de garder une certaine somme parce qu'il a fait travailler ses équipes. Donc, finalement, il a mobilisé des charges aussi de son côté pour le projet avec vous. D'où l'importance de travailler également avec un avocat, comme je le disais, pour bien comprendre les engagements que vous prenez en signant le contrat de franchise. J'ajoute quelque chose pour vous rassurer, madame, parce que ça n'existe pas ce scénario de dire j'ai signé, je fais la formation et je m'aperçois que c'est pas pour moi. Parce que le parcours, il dure un certain temps, comme je le disais tout à l'heure, entre 6 mois et 1 an. Et pendant ces 6 mois et 1 an, il y a beaucoup d'étapes à passer, et notamment des périodes d'immersion, de découverte, la visite auprès de franchisés du réseau. Et ces choses, au fur et à mesure, vont vous conforter dans le projet que vous avez choisi et vont conforter votre franchiseur que vous êtes aussi le bon futur franchisé. La formation, ce n'est qu'une période, j'allais dire, vous former au concept et au métier. Et c'est pas là qu'on s'aperçoit que c'est pas pour soi, c'est bien avant. Nous, quand on fait une journée découverte, j'ai des fois des candidats qui me disent « Oula, j'ai vu 30 personnes âgées dans la journée, dépendantes, en mauvais état certaines, c'est pas pour moi. Hein. » Vous voyez, ça on le voit tout de suite, ce genre de choses. Et après, au fur et à mesure, il y a des étapes qui vont vous garantir que c'est le bon projet pour vous. Et aussi côté franchiseur. Donc c'est vraiment tout ça va conforter et va faire que vous allez signer en toute tranquillité et démarrer en toute tranquillité. La question porte sur l'exclusivité territoriale. Effectivement, il faut savoir que ce n'est pas une obligation dans un contrat de franchise. L'exclusivité territoriale, ça veut dire que le réseau, s'il y en a une dans le contrat, ça veut dire que le réseau, finalement, vous laisse l'exclusivité sur une zone géographique bien déterminée. Ça veut dire que le franchiseur n'aura pas la possibilité d'installer un autre franchisé sur la zone ou d'installer une succursale du réseau. Encore une fois, ce n'est pas une obligation en franchise. Vous trouvez des contrats qui le proposent et des contrats qui ne le proposent pas. Donc, je vous invite également à regarder ce point avec attention.
Je vous remercie. Je pense qu'on arrive au bout du timing. Alors, je ne veux pas modifier le programme de la journée. Je vous souhaite un bon salon. Je vous retrouve cet après-midi de 14 à 15 heures pour une conférence avec des experts de la création, avec un discours complémentaire à celui qui a été tenu ce matin. Donc, je vous invite fortement à y participer. Et d'ici là, vous pouvez rencontrer à la fois les réseaux dans le hall et les experts de l'événement également dans cette pièce. Merci beaucoup.